Amant et mari de la sulfureuse Cicciolina au début des années 90, Jeff Koons est connu dans le monde entier pour ses ballons gonflables en forme de stéréotype. Ses œuvres plus subtiles qu'il n'y paraît ont très vite pris une dimension plus noble. Le Centre Pompidou consacre à ce véritable personnage emblématique de l'art contemporain une rétrospective chronologique et inédite en Europe. Jeff Koons a bientôt 60 ans, il est américain, il est né en Pennsylvanie, il appartient à la moyenne bourgeoisie. Son enfance a été marquée par la relation qu'il entretenait avec son père, qui avait un magasin d'objets décoratifs. Il est clair que son œuvre entière en témoigne jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des études à Chicago, il a une parfaite connaissance de l'histoire de l'art. Il est arrivé à New York au tournant des années 80. Pour financer ses pièces, il a fait, tout le monde le sait, quelques opérations boursières. Puis ensuite, il a connu le succès dès le début des années 80 avec une exposition dans une galerie du Lower East Side. Puis il a été reconnu par une très grande galerie new-yorkaise, la galerie Ileana Sonnabend. Et là, sa carrière est devenue évidemment une carrière mondiale. Il est évidemment lié à l'histoire du pop art, comme il est lié à ce que l'on appelle les artistes de l'appropriation, puisque c'est quelqu'un qui s'approprie des objets existants, qui les transforme, qui les manipule, qui les agrandit, qui les traite autrement. C'est quelqu'un qui trouve dans le vocabulaire plastique du quotidien les éléments même de son propre travail. Comme Salvador Dali, il est un homme qui, comme vous l'avez remarqué, a construit un personnage absolument indissociable de son œuvre. Comme Salvador Dali, il prend, si je puis m'exprimer ainsi, à rebrousse-poil les techniques propres au bricolage des artistes modernes et contemporains et revient à des techniques qu'il veut traditionnelles. Souvenez-vous d'un Dali convoquant dans son œuvre la peinture des pompiers pour dire qu'elle avait été d'un point de vue purement technique, dans l'art même de l'imitation indépassable. On voit bien que ces idées-là sont des idées qui l'intéressent. Il y a à l'origine des matériaux qui ne sont rien d'autre que du vinyle, des objets gonflables. Et au fil des années, ces objets gonflables vont devenir de véritables sculptures dont il va faire des moulages et ensuite des tirages. Puis plus vous avancez dans le temps jusqu'à aujourd'hui, et plus vous voyez une extrême sophistication des recherches. Koons va jusqu'à acheter des scanners pour essayer de comprendre quelle est la nature des matériaux originels à partir desquels il va travailler. Puis il va dans un atelier qui compte pas moins de 120 assistants faire des recherches sur les matériaux, les techniques, les couleurs. Il va jusqu'à décomposer les images pour en connaître les véritables nuanciers. Bref, il retourne un peu à l'idée du grand atelier avec la volonté de retrouver ce qui faisait qu'en équipe, on produisait à l'âge classique des œuvres de cette importance. Il ne s'intéresse pas uniquement à la sculpture, mais il s'intéresse à sa diffusion dans la culture populaire. Il s'intéresse à la façon dont les gens en achètent des répliques, d'autres des moulages. Il s'intéresse aussi à la transmission des images au fil du temps et au fil des cultures. Mais comme vous le remarquez, il ne se contente pas de refaire un moulage à partir du moulage existant de la sculpture. Il lui pose, comme pour la Diane qui est derrière moi, et il lui pose une boule bleue qui n'est rien d'autre qu'un ornement de jardin de la middle class américaine. Donc ornement de jardin sous la forme de cette boule décorative, de cette gazing bowl décorative sur un autre ornement qui est le moulage d'une sculpture antique. Vous le voyez, la question de l'ornement, la question du rapport que toute culture entretient à certains objets, la manière dont elle en fait des fétiches, dont elle en fait des symboles, dont elle en fait des idiomes, dont elle en fait des stéréotypes, toutes ces idées-là traversent son œuvre.